Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Pouls, souffle, sommeil, menstruation, le corps vit de ses rythmes, écrivait Michel Serres. Aujourd'hui, ces rythmes sont troublés. On est à bout de souffle, on dort moins, voire quasi plus. Et même les cycles menstruels sont perturbés pour des raisons diverses. On a beau mesurer notre nombre de pas ou contrôler notre sommeil sur notre montre connectée, au fond, on ne sait plus vraiment où on habite et surtout, on ne sait plus dans quel corps on vit. C'est cette question du corps vécu au quotidien, ce corps qui se blesse, qui tombe malade, qui a parfois mal aux genoux et au dos, que nous allons aborder aujourd'hui avec Claire Marin, coprésidente de ces rencontres. Claire Marin, vous êtes philosophe et écrivaine. Vous enseignez la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles. Et vous êtes également membre associé de l'École normale supérieure Ulm. Et vous avez, entre autres, signé Les débuts sur la question des commencements et ruptures, qui portent au contraire sur les achèvements, les fins. Vos essais, en plus d'être très exigeants philosophiquement, sont pour beaucoup d'entre nous de véritables compagnons de route. Vous avez réussi à toucher avec beaucoup de justesse à de grands thèmes existentiels, universels. Une amie me disait, pas plus tard qu'hier, que c'est grâce à votre livre « Rupture » qu'elle a trouvé en elle le courage de mettre fin à sa relation et qu'elle passait à chaque fois le livre à des amis qui essayaient de faire de même. Par ailleurs, la question du corps et de ses frontières qui nous occupe aujourd'hui traverse votre œuvre. Dès 2008, vous écrivez un récit qui s'appelle « Hors de moi » et vous y interrogez la façon dont la maladie pénètre le corps pour déloger le sujet de lui-même. Vous envisagez la maladie comme un intrus, une intrusion en quelque sorte dans nos frontières personnelles, on en reparlera. Et dans Être à sa place, vous montrez que nous avons sans cesse besoin de redessiner nos frontières dans un mouvement perpétuel dynamique. Je vous cite, « Nous esquissons sans cesse des cercles autour de nous, des murs imperceptibles, sonores ou affectifs, des frontières psychiques qui nous rassurent et fixent des repères, distinguant le mien de l'autre, le familier de l'étranger. Ces cercles, nous les redessinons aux différents endroits de notre vie. » Vous montrez en l'occurrence, Claire Marin, à quel point la frontière n'est pas qu'une histoire géopolitique, mais concerne chacun de nous dans ce qu'il a de plus intime, de plus singulier. Philosophe du sensible, vous esquissez au plus près de la chair et de l'expérience les dynamiques d'ouverture et de fermeture à l'autre qui caractérisent nos vies humaines. Cet échange va se dérouler en 4 temps. D'abord, on va essayer avec vous de définir les frontières du corps. C'est une question qui peut paraître assez évidente, mais on verra que pas tant que ça. Donc la question, ça sera où commence un corps humain et où est-ce qu'il s'arrête ? Après ce moment de définition, on va essayer de rentrer vraiment dans l'expérience, comme ce que vous faites dans vos essais, et on va étudier la frontière d'abord sous l'angle négatif, sous l'angle de l'épreuve, lorsque nos frontières personnelles sont malmenées, attaquées, violentées. Et on finira par un moment plus d'ouverture sur les dépassements joyeux, toutes les fois où nos frontières s'ouvrent pour le meilleur et toutes les fois où des mondes sont ouverts. On finira en beauté avec l'intervention de lycéens, Manon, Nicolas, Jeanne et Maëline, qui ont lu avec beaucoup d'attention Être à sa place, et qui ont composé des poèmes, des petits haïkus, qui nous feront l'honneur de lire sur cette scène. On va commencer donc par le moment des définitions, un moment donc un peu philosophique. Un corps humain, normalement, c'est assez facile à repérer.
quand je vois une silhouette humaine se dessiner au loin, normalement, si j'ai mes lunettes en l'occurrence, normalement j'arrive à la distinguer. Le corps paraît assez évident. Mais dès qu'on commence à y réfléchir, les choses sont un peu moins simples. Quelles sont les limites vraiment du corps? Est-ce que, par exemple, mes cheveux font partie de mon corps? Est-ce que mes ongles font partie de mon corps? Est-ce que l'air que je respire, qu'on respire, appartient aux limites de notre corps? Et on peut même aller plus loin. Est-ce que les mots qu'on profère, les idées qu'on a, notre imagination, est-ce que tout ça est inclus dans notre corps? Donc ma première question, en un mot clair, quelles seraient pour vous les grandes frontières du corps humain? Alors, vous avez évoqué les lunettes et la myopie, et je trouve, il en était question lors d'une discussion hier au dîner, il y avait une sorte d'éloge de la myopie, d'abord qui rendait les gens beaux, et en plus qui, à mon sens, a quelque chose de très juste, c'est-à-dire que précisément, je crois que nos frontières ne sont pas nettes, que c'est pas une ligne claire, qu'on n'est pas bien découpé comme des silhouettes qu'on dessinait autrefois dans du papier noir, qu'on découpait au ciseau. Peut-être certains s'en souviennent. Et au contraire, je crois qu'il y a quelque chose de très flou, et qu'au lieu peut-être de parler de corps, il faut parler de notre présence sensible. Par exemple, ici, nous ne voyons personne, Clara et moi, on a un grand noir devant les yeux, et pourtant, on vous entend, on a des signes sensibles de votre présence, donc vous existez pour nous comme corps. On pourrait, alors si on voulait être un peu mystique, parler de l'aura d'un corps, tout ce qui émane d'un corps et qui est encore de l'ordre de sa présence. Ça peut être nos voix, peut-être certains dans la salle ne voient pas bien mais nous entendent. Et puis j'avais été marquée pendant le Covid par des schémas qui passaient à la télé, qui étaient très inquiétants et qui représentaient graphiquement tout ce qui émane de nous quand nous parlons, quand nous éternuons, quand nous toussons. Et on voyait bien des petites particules partout. Et ça voulait dire que nos corps diffusaient quelque chose d'eux, pas forcément le meilleur, mais en tout cas, il y avait quelque chose. Parlons plutôt je sais pas, du sillon d'un parfum, ou qu'est-ce qui marque la présence d'un individu parmi tous les sens que Michel Serres a si bien étudié. Donc, il y a quelque chose presque, on pourrait dire, moi j'aime bien l'image de l'ombre d'un corps. À certains moments, l'ombre des corps s'allonge. C'est toujours quelque chose qui est incroyable quand on est enfant, de voir qu'on peut avoir une ombre aussi grande. Et je crois qu'on a chacun des ombres de présence qui sont plus ou moins grandes et aussi très relatives au moment, aux âges, à la manière dont on se sent bien ou mal. Et donc notre corps, en réalité, c'est systole et diastole. Il inspire, il expire, et il se rétrécit ou il s'épanouit. Et là, pour citer deux autres auteurs, plutôt Spinoza et Bergson, je crois que c'est les moments justement de dilatation joyeuse qui sont aussi intéressants à analyser. Et justement, vous parlez du public. C'est vrai qu'on sent, de notre point de vue, un frémissement. Vous devez sentir l'existence même de votre voisin. Donc bref, vous êtes des corps charnels bien présents. J'aimerais qu'on parle du corps numérique. Michel Serres disait « Nous habitons le virtuel », mais en un sens, on peut dire, certains peuvent dire que le virtuel fait partie de notre corps. Est-ce que nos avatars, nos profils, est-ce que là, je sais que cette discussion est filmée, va être projetée, est-ce qu'on peut dire que le résultat, ce qui va être filmé de cet échange, appartiendra à notre corps, ou est-ce que pas du tout? Oui, alors cette citation, on peut effectivement l'interpréter autrement. Je crois que le virtuel nous habite, nous obsède, et chacun à son degré, mais et cette manière dont le virtuel peut
s'immiscer dans nos vies, peut s'interposer entre notre corps et nous. Et c'est intéressant les termes que vous avez employés, parce que l'avatar, à l'origine, dans le contexte spirituel auquel il a été emprunté, c'était l'idée qu'une forme divine une instance divine prenait des formes humaines et variait ces formes. On voit bien comment peut-être notre attente plus ou moins consciente vis-à-vis de ces doubles numériques ou de ces images qu'on donne à voir de soi, c'était finalement de présenter une belle apparence ou de réussir à améliorer notre image pour la présenter dans ce monde virtuel. Et qu'en réalité, ce qu'on voit se produire, c'est une espèce de renversement, c'est-à-dire que non seulement on ne la contrôle pas comme on aimerait la contrôler, mais elle peut produire un effet très négatif, au sens où elle devient une espèce de modèle ou d'idéal de nous-mêmes qu'on n'arrive plus à atteindre dans la vraie vie. Et moi, j'étais troublée à un moment de voir à quel point, par exemple, d'anciens étudiants et d'anciennes étudiantes n'étaient plus sur les réseaux que filtrés, c'est-à-dire avec un filtre qui améliorait leur allure, leur apparence, qui les embellissait, de la même manière que c'était une préoccupation parfois pendant le confinement de réussir à faire en sorte qu'on ait la bonne lumière pour le télétravail ou des choses de ce type. Et donc le problème, c'est quand l'image virtuelle devient la norme de ce qu'on voudrait devenir et que ça crée une autre pression, c'est d'être à la hauteur de son image virtuelle. Et l'autre problème dans le fait de devenir une image, c'est l'utilisation que d'autres vont en faire, c'est-à-dire en transformant cette image, en l'insérant dans des scénarios qui ont l'air très réalistes, mais qui évidemment ne disent rien de... Alors, bon, quand on est anonyme ou relativement anonyme, on est à l'abri, on pourrait dire, des deepfakes ou de ce genre de manipulation, mais dans des logiques de harcèlement, et notamment scolaire, ce que les autres font de notre image, de ce qu'on a posté, la manière dont ils les commentent, les tournent en dérision, ou nous affichent avec ces images-là, ça atteint aujourd'hui des proportions qui sont terribles. Donc je crois que on n'a pas besoin d'aller chercher dans l'univers des stars pour voir ce que ces images virtuelles nous font comme mal. On sait qu'il y a des pathologies de l'image de soi qui sont aggravées par tous ces filtres qui sont censés nous embellir. On le voit notamment chez les jeunes filles. On sait aussi que certains modèles extrêmement filiformes reviennent de manière assez agressive comme modèle sur les réseaux sociaux. Et que par ailleurs, c'est devenu un support de grande inquiétude de voir son image virtuelle utilisée, y compris par des camarades, très tôt dans l'existence. Vous parlez dans Être à sa place, à propos des avatars virtuels, d'absentement au monde et à soi. Et ce qui me semble intéressant aussi à ce sujet, c'est que sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps à regarder les autres au point parfois d'oublier, de s'oublier soi-même. C'est-à-dire que c'est pas seulement une distance de soi à soi, c'est passer des heures à regarder des stories et le corps déjà médié par un écran des autres, au point d'oublier sa chair. Est-ce qu'on vit dans une société à ce point désincarnée qu'on a oublié qu'on était situé à un endroit, quoi? On pourrait même se demander si c'est pas ça qu'on essaye de fuir d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la manière dont cette fascination pour la succession d'images qui ne raconte rien, hein, on a une succession qui n'est pas une narration. C'est ça le chaos du virtuel, c'est le fait qu'on est dans une fragmentation continue. Mais on pourrait se demander si c'est pas cet oubli de soi qui est provoqué par cette succession d'images qui est peut-être inconsciemment recherché. Donc se débarrasser du poids du corps, du poids de la matérialité, de tous les principes de réalité pour
se plonger dans cette temporalité qui continue à nous étonner, c'est-à-dire ce temps dont nous n'avons pas conscience. Et beaucoup d'entre nous, quelle que soit la pratique du numérique ou du virtuel, il me semble, a déjà fait l'expérience de se dire mais ça fait une demi-heure que j'ai ouvert cette page et je suis arrivée je ne sais pas comment à tel autre et je suis incapable de dire ce que j'ai vu et surtout je suis capable de dire que je n'en retiens rien. Donc c'est quand même une nouvelle expérience du vide qui prend la forme du trop-plein et qui effectivement peut-être se nourrit d'un besoin de se désincarner ou d'oublier notre être en situation, notre incarnation. Et il y a peut-être une autre manière de ne pas supporter son incarnation, c'est, je pense à ceux qui ne supportent pas de se voir vieillir. Il y a des milliardaires américains qui en ce moment même réfléchissent de manière très concrète à arrêter leur processus de vieillissement. Le milliardaire Brian Johnson notamment, qui a fondé la société Blueprint, qui s'attelle au quotidien en prenant je crois 100 cachets par jour à inverser son processus de vieillissement. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de vouloir sans cesse dépasser les limites de notre corps, de voir ses frontières comme des espèces forcément comme une injonction à dépasser ses frontières et à aller toujours plus loin? Alors moi, ma première réaction, c'est pourquoi si on a la chance d'avoir un corps qui n'a pas besoin de centaines de comprimés tous les matins, pourquoi s'imposer ça? Ça me paraît assez incompréhensible. Mais ça renvoie à ce qu'on évoquait hier sur l'adolescence de l'humanité. Ça m'apparaît comme une espèce de caprice d'enfant gâté, de vouloir à tout prix garder ce type de corps, ce type de forme physique. Et je trouve ça assez triste que des connaissances sur le fonctionnement du corps n'aient pas comme priorité de soutenir des corps défaillants, de libérer de la souffrance physique ou psychique et de s'intéresser d'abord à ce que la science et les biotechnologies pourraient faire pour compenser un certain nombre de handicaps ou de ralentissements que nous pouvons connaître en vieillissant ou que nous pouvons connaître très jeunes, puisque on sait que les maladies, de plus en plus, nous touchent tôt dans notre existence par un processus d'intoxication que nous avons nous-mêmes créé. Donc il me semble que si on doit focaliser ces efforts, c'est peut-être plutôt à réparer les empoisonnements dont les humains eux-mêmes sont à l'origine. Justement, là, cette question portée sur le corps augmenté, c'est une expression de vous, le corps réduit, il me semble, c'est-à-dire l'idée que la question du corps est centrale et liée à celle des discriminations. On a parlé des corps malades, il y a aussi les corps invalides, les corps de femmes, les corps racisés, bref, toutes ces fois où le corps nous assigne. Dans quelle mesure notre corps est-il aussi parfois notre prison? Oui, il y a plusieurs éléments. Il y avait aussi, juste dans la question précédente, mais c'est articulé, dans cette idée de corps augmenté, quelque chose, vous l'avez dit, qui est de l'ordre de la performance, être toujours au-delà de ce que les autres font ou de ce qu'on faisait auparavant. Et on en parlait aussi hier en discutant parallèlement aux conférences. Il y a un modèle sportif derrière tout ça, du dépassement de soi, qui est quand même un modèle qui est très prégnant dans nos sociétés, avec l'insupportable phrase qui nous enjoint de sortir de notre zone de confort. Je ne sais pas si vraiment on éprouve à ce point qu'on s'ennuie dans notre zone de confort, mais déjà la trouver, ça serait bien agréable. Mais sur ce modèle de la performance sportive, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que les corps performants, là encore, sont renvoyés à un certain type de corps
Le sportif, personne ne l'oblige à faire du sport. Il le choisit. On peut espérer que s'il fait du sport, c'est parce qu'il aime ça, qu'il y trouve un plaisir et qu'il y a quand même une certaine satisfaction dans son rapport au corps dans le sport. En tout cas, ça me paraît être un élément de base pour faire du sport. Mais il y a d'autres corps qui sont performants, c'est-à-dire être enceinte, biologiquement, c'est une performance incroyable. Récupérer ou guérir de certaines maladies, c'est aussi une performance du corps si on conçoit que la performance, c'est d'aller au-delà des limites habituelles ou des normes biologiques de fonctionnement du corps. Normalement, un corps ne supporte pas en lui le système immunitaire d'un autre corps. C'est ce qu'un corps enceint est capable de faire. Donc, il y a aussi ce biais. Qu'est-ce qu'on représente comme des corps performants ? Toutes les personnes ici qui ont souffert pour monter les marches ou qui ont des difficultés à se déplacer, qui doivent se concentrer pour bien entendre ou bien voir, ils font un effort. Et donc on pourrait dire que c'est les corps peut-être les plus fragilisés ou les plus réduits ou ralentis ou qui ici dans cette salle font le plus d'efforts pour supporter une posture assise qui peut être douloureuse, pour une attention qui peut être rendue difficile pour plein de raisons. Donc il y a les performances hyper spectaculaires et ça évidemment on sait les retrouver. Et puis, il y a les performances invisibles du quotidien, par exemple, tous les malades chroniques qui s'efforcent de faire disparaître, en fait, les signes de leurs efforts pour avoir l'air simplement comme les autres. Et donc, gommer tous ces stigmates de la maladie, à mon sens, ça, c'est une performance quotidienne. Et la moindre des choses, ce serait de faciliter, en fait, la tâche de ces personnes en limitant les efforts qu'elles ont à faire. Pour revenir aux autres corps qui vont être réduits, mais on retrouve cette question en fait de la visibilité, c'est-à-dire quels sont les corps à qui on va donner une représentation juste, c'est-à-dire égale à celle de leur présence, de leur utilité, de leur participation à la vie sociale. Et j'ai quand même un petit peu oublié le reste de la question. Dans quelle mesure notre corps est parfois notre prison ? Oui, c'est notre prison au sens où il peut faire obstacle au fait d'entrer en communication, en contact avec les autres, si mon apparence inquiète l'autre. Pour des raisons différentes. Ça peut être lié à mon handicap, ça peut être lié à un état du corps qui fait peur, ça peut être lié à des croyances, des préjugés, des transmissions culturelles qui font de mon apparence quelque chose qui peut sembler inquiétant ou effrayant. Mais il y a aussi le fait que le regard de l'autre pose sur moi quelque chose qui finalement est une espèce d'étiquette ou je reprends les mots de Frantz Fanon. Frantz Fanon qui est un philosophe qu'on redécouvre un peu tardivement aujourd'hui, d'origine martiniquaise, qui disait que le regard raciste pose sur lui une livrée. Donc un habit qui est celui du valet, du domestique, de l'inférieur, et qui l'enferme dans cette identité subordonnée. Donc il y a aussi ce en quoi l'autre me transforme par la manière dont il me considère. Donc est-ce qu'il regarde deux femmes sur la scène ou deux philosophes sur la scène, et cette question effectivement de ce que le regard de l'autre m'assigne comme identité, comme statut, comme fonction, ou la manière dont il ne me regarde pas, ce qui est une autre manière de me faire disparaître. Dans votre roman Hors de moi, vous définissez le corps de manière très forte comme une forteresse assiégée. Je vous cite, «
Donc c'est dès le début de votre récit. Mon corps n'est pas un sanctuaire, il ne m'appartient pas, je n'ai ni pouvoir, ni droit sur lui. L'intimité est interdite aux malades. Cette expérience ne laisse pas indemne. J'aimerais bien qu'on revienne, c'est un peu dans la continuité de cette idée de prison, mais sur cette idée que peuvent ressentir, cette impression plutôt, que peuvent ressentir les malades, que le corps devient parfois une forteresse assiégée de l'intérieur par un organisme inquiétant qui transforme notre rapport au monde. Alors, en écrivant ces phrases, j'avais en tête l'impression forte que m'avait faite au début de mes études, l'idée de forteresse intérieure qui est utilisée pour qualifier la philosophie stoïcienne. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé cette idée qu'il pouvait y avoir quelque chose en nous qui était de l'ordre de la forteresse, vraiment à la fois inébranlable et inassiégeable. Et je crois que la maladie, mais d'autres situations, produisent cet effet-là, d'avoir l'impression effectivement d'être complètement mise à nu, dans tous les sens du terme, et de devenir pour l'autre un corps qui est chosifié, réifié, qui est commenté, manipulé, comme si le sujet disparaissait derrière le corps. Et c'est une expérience très banale que chacun peut faire dans des situations médicales ou hospitalières, d'avoir l'impression de ne pas être considéré comme sujet et de n'être plus que le diabète de la chambre 203 ou toutes les autres pathologies qui peuvent qualifier notre corps de manière dans sa défaillance et oublier absolument le sujet qui est derrière, littéralement. Et est-ce que depuis la maladie, il y a des façons, selon vous, d'arriver à se ménager des citadelles intérieures malgré cette impression d'être assiégé? Alors, de mon point de vue, ce qu'on peut éventuellement espérer récupérer, c'est la narration qui est faite de cet état du corps, c'est-à-dire qu'il ne soit pas seulement décrit par les voix, par les termes du vocabulaire médical, mais qu'on puisse parler en première personne de ce qu'on ressent, c'est-à-dire justement ne pas faire du corps un il, un sujet qui aurait plus d'importance que le sujet qui vit effectivement une maladie ou une expérience douloureuse dans son corps ou dans son esprit. En fait, on pourrait parler de pathologie au sens large. Et en ce sens, ça fonctionnerait tout aussi bien, il me semble. Donc, se réapproprier son corps, je pense que ça, c'est très concret, c'est très physique. C'est tout ce qui est de l'ordre de la rééducation, dont on parle assez peu quand on parle du soin, mais qui est peut-être un moyen de reprendre vie dans ce corps qui a été très chosifié, très matérialisé, et puis de se réconcilier, même si j'aime pas ce dualisme-là, mais d'une certaine manière de retrouver un usage de son corps qui crée aussi des satisfactions même minimes. Comme pouvoir manger, pouvoir boire, tenir debout, éventuellement devenir capable de prendre sa douche tout seul, de s'habiller, tous ces plaisirs fous du quotidien qu'on oublie. Mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre, se réapproprier son corps, c'est ça. Après, quand on vit au jour le jour avec un corps qui est malade, c'est comme une cohabitation. On peut avoir des voisins bruyants. Le riche, un chirurgien disait que le corps malade c'est un corps bruyant et que la santé c'est le silence dans les organes. Bon voilà, quand on vit avec une pathologie chronique, on a un corps qui est comme un voisin qui fait la fête à 5h du matin quand il a envie, et il faut faire avec. Donc soit on réussit à trouver une espèce de compromis vital, soit on peut être aussi dans une lutte qui est difficile,
quelque chose comme une division du sujet et une vie qui est aussi très, très bancale entre les moments de rémission et de crise. Et là-dessus, il n'y a pas de recette, je crois. Chacun fait comme il peut avec son rapport à des pratiques physiologiques, avec des pratiques d'art-thérapie, d'écriture, tout ce qui peut servir de support à, comment dire, peut-être pas une réparation, mais en tout cas un apaisement. Ça, là, vous parlez d'un rapport, entre autres, de soi à soi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la conférence plénière, c'est que quand on vous a demandé de définir le visage de l'homme de demain, vous avez d'abord commencé par les liens. Est-ce que c'est pas aussi aux autres d'apprendre à exister avec des gens, même des fois juste un tout petit peu différents, faire en sorte que la personne n'ait pas à sortir de sa zone de confort, mais que ce soit les autres qui lui rendent le monde confortable? Est-ce que ce n'est pas un travail qu'on a tous à faire collectivement pour rendre le monde habitable et confortable pour une diversité de gens plus considérable? Oui, et en plus, c'est tellement facile à faire, en fait. C'est-à-dire, si dès la maternelle, vous avez des enfants qui sont mélangés, quel que soit leur handicap, leur maladie, etc., en fait, des enfants très jeunes, si depuis toujours ils ont l'habitude de voir un camarade qui est en fauteuil roulant ou d'être sensibilisés au fait que l'un de leurs amis il est diabétique, donc il faut faire attention avec lui, et quand on fait des goûters on ne met pas de bonbons, etc. Ça s'apprend très vite en fait à vivre avec voilà, différentes manières d'exister et d'être vivant, de la même manière que on pourrait être plus sensible à d'autres formes de vie que les vies humaines, mais ça nous mène sur un autre terrain. Et ce qui est très triste et politiquement très coupable, c'est que tout ce qui avait pu être fait pour permettre qu'il y ait cette diversité des corps et des manières d'être en vie, dans les écoles notamment, est évidemment ce qui est en train d'être mis à mal. Tous ceux qui accompagnent les enfants qui présentent des formes de difficultés, d'élocution, d'audition, de déplacement, est en train de disparaître. Et on sait, quand on a un enfant qui présente voilà, ces caractéristiques qui le différencient un peu de ses camarades, à quel point, dans certains moments et à certains endroits, il est difficile de trouver pour lui une place à l'école qui prenne en considération ses besoins spécifiques. Et il me semble que cette dimension-là, voilà, politiquement, il y a des choses qui sont nécessaires, qui sont exigeables, qui sont de l'ordre du droit de chacun à accéder dans des bonnes conditions à l'éducation, sans passer par des institutions privées et justement sans... Enfin, pour moi, c'est une grande violence de voir ce que ça veut dire d'avoir un enfant malentendant ou un enfant qui a du mal à se déplacer, sans cesse renvoyé d'un établissement à un autre parce que tout simplement, on ne veut pas faire cette rampe, ou on ne veut pas, comment dire, mettre un ascenseur. Enfin, il y a des choses qui seraient tellement simples. Voilà, je trouve ça assez révoltant, en fait. Oui, il y a des logiques structurelles, mais il y a aussi individuellement l'habitude toute simple de se confronter à la tristesse des autres, à leur vulnérabilité, à leur grand malheur, etc. Et des fois, j'ai l'impression que c'est juste un... C'est pour ça que j'aime beaucoup votre œuvre, c'est qu'elle rend la vulnérabilité intuitive et simple. Et est-ce qu'on n'aurait pas tous à gagner à prendre l'habitude de se confronter à la fragilité des autres? J'ai un exemple assez concret. J'ai une amie qui est en train de vivre quelque chose de difficile en ce moment. Et il y a des gens qui ont arrêté de lui parler par une espèce de pudeur. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec... à force, on a presque perdu l'habitude de se confronter au vrai corps, on en a parlé au début, mais au malheur dans ce qu'il a de... ou à la douleur, à des choses difficiles, dans ce que ça a de simple. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'habitude. On a perdu l'habitude de parler
de se confronter à notre propre fragilité et de parler à la fragilité des autres? C'est difficile dans un environnement où justement il y a quand même quelque chose encore de la fascination pour la performance. Et puis, alors que la fragilité de l'autre puisse nous inquiéter, je crois que ça c'est tout à fait naturel. Il y a une peur complètement irrationnelle de la contagion. On a vu pendant le Covid comment à un moment de tous ces épisodes fous, les enfants étaient devenus extrêmement menaçants parce que le virus serait plus vif en eux et tout d'un coup se promener dans la rue avec un enfant, on voyait bien que ça créait des déplacements inédits alors que les mêmes qui étaient là pour leur caresser la tête tout d'un coup craignaient. Donc il y a donc d'une part cette dimension-là, cette peur un peu irrationnelle de la contagion dont on ne sait pas trop quoi dans la fragilité de l'autre. Et puis le miroir que ça nous renvoie, en fait, c'est l'image qu'on n'a pas envie de voir et à laquelle effectivement on n'est pas familiarisé. Mais aussi parce que les structures familiales ont changé, qu'on vit de moins en moins avec des grands-parents qui vieillissent, qu'au quotidien, faire des gestes de soins. Alors on peut malheureusement y être familiarisé parce qu'on est dans une famille où on est aidant, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire on est humain en fait. Mais il y a sans doute quelque chose de l'ordre d'une... Oui, d'une... Comment dire ça ? D'un désapprentissage de choses qu'on faisait au quotidien parce qu'on était environné justement de différents corps, de différents âges et d'un rapport sans doute différent au corps, un corps qui était plus à l'épreuve par le type de métier qu'on pouvait exercer autrefois. Et en ce sens, peut-être qu'il y a des choses de l'ordre du savoir très banal, familier, quotidien du corps qu'on a perdu. J'ai une dernière question un peu difficile. Après, promis, on parlera de sujets un peu plus joyeux. L'année dernière, à ces rencontres, on a beaucoup parlé de l'affaire Mazan qui a sidéré la France et le monde entier. Est-ce que vous diriez qu'il y a une violence spécifique, particulière infligée au corps féminin, notamment dans le fait de franchir littéralement les limites de ce corps, de le violer, pour le dire très clairement. Comment, et si oui, comment abordez-vous cette violence particulière faite aux femmes ? Alors il y a presque plusieurs niveaux de réponse. Il y a d'une part quelque chose comme des espaces qui, comment dire, favorisent, si on peut dire, ces situations de violence, c'est-à-dire le fait d'être dans un espace domestique clos et retiré de la visibilité sociale. Cette clôture-là, c'est toujours un espace où le basculement vers la violence ou vers l'excès est possible. Et les violences faites aux femmes dans un cadre domestique, elles sont comparables aux violences que subissent les enfants aussi dans cet espace. Donc c'est effectivement Mazan, mais c'était Triste Tigre, c'était tous ces récits qui émergent des violences faites aux enfants. Et on pourrait avoir l'impression qu'on a ici quelque chose comme un rapport de force, que c'est un corps puissant face à un autre corps qui le serait moins. Il me semble que c'est des corps qui ne sont pas naturellement vulnérables, mais qui sont rendus vulnérables. Et qui sont rendus vulnérables par des structures hiérarchiques, par des dominations, qui peuvent être des dominations, dans le cas du couple homme-femme, des dominations financières aussi, économiques, matérielles. Et là-dessus, sur la subtilité, en fait, de ce que c'est que de se sentir supérieur, se sentir légitime, sans en avoir conscience. Il y a aussi le très beau texte de Laurent Mauvigné, La maison vide, qui vient d'être imprimé du Goncourt. Mais avant cela, moi j'avais beaucoup apprécié un texte de Marie-Hélène Lafont qui s'appelle Les sources,
et qui est construit en 2 parties. Construction hyper simple, hyper efficace. Le récit de la femme, le récit de l'homme. Et c'est très intéressant parce qu'en nous mettant dans la tête de chacun des protagonistes, on voit que ce qui est d'une violence extrême quand la femme le raconte n'est pas perçu comme tel à aucun moment. Donc c'est pas, il me semble, de l'hypocrisie, de la lâcheté de la part de l'homme. C'est des constructions mentales qui sont héritées et qui font que ce qui est d'une extrême violence ne va pas être conscientisé, comme on aime dire, c'est très laid comme mot, mais par le mari. Et donc nous plonger comme ça dans ces deux consciences, vraiment ça s'appelle Les Sources. Marie-Hélène Lafont, c'est un des textes, il me semble, les plus efficaces sur la violence conjugale que j'ai lu ces dernières années. Et vous qui avez écrit sur la place, est-ce que vous pensez que on va y arriver, que celui qui fait le récit de l'homme pourra, par un effort d'empathie et de décentrement, parvenir petit à petit, par habitude peut-être, à se mettre à la place de la femme, ou vous pensez que c'est mal parti ? Alors, peut-être que j'ai un biais, parce que j'ai la chance d'être tous les jours avec des étudiants, et ça me rend très optimiste, ce qui n'est pas mon trait de caractère naturel. Mais oui, je crois que quand même les représentations changent, et que ce grand brouillage des catégories qui peut avoir l'air tellement effrayant est aussi parfaitement réjouissant, et qu'il y a une sensibilité malgré tout à l'autre qui existe, en tout cas dans certaines sphères. Peut-être que je vis dans ma bulle avec mes étudiants, mais je crois que l'acceptation de la fragilité, la capacité à la dire et à en faire état dans une classe ou dans un livre ou dans un témoignage, montre d'abord qu'on est capable de l'entendre, ce qui n'était pas le cas, et qu'on n'était pas nécessairement menacé en disant quelque chose de sa fragilité. À la conférence plénière, pour ceux qui étaient là, on a eu l'occasion de parler de l'homme de Vitruve, là, qui est juste derrière moi. On voit que on a parlé de sa musculature, du fait que c'était un homme, etc. En tout cas, il y a quelque chose de parfait qui se dégage de cette représentation. Or, vous avez une définition, une manière de parler du sujet qui est totalement différente. Je vais relire un petit extrait de votre essai « Rupture ». La rupture est une déchirure. Elle ne retrouve que rarement les contours nets de chacun. On ne rompt pas comme on découpe le long des pointillés, respectant soigneusement le patron qui reprend notre forme exacte. Vous proposez ici l'image très forte d'un sujet, d'un humain effiloché, un peu déchiré sur les contours. Donc on sort vraiment de cette conception de design un peu parfait, imaginaire. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée de frontières un peu déchirées à l'arrache qui nous rend tous pas parfaits ? Alors, je vais aller prendre une image ailleurs que dans la couture, qui est plutôt l'image de l'aquarelle. Quand on a des portraits qui sont faits à l'aquarelle, on voit bien que le visage n'a pas un contour en net et que ça diffuse un peu de manière d'ailleurs souvent imprévisible dans le papier. Et moi j'aime beaucoup certains peintres et certaines artistes qui proposent comme ça, je pense à Marlène Dumas ou à Louise Bourgeois, des portraits ou des silhouettes dont les contours sont flous parce que précisément peint à l'aquarelle. Je crois qu'on est un peu comme ça en fait, qu'on déborde un peu des traits nets de notre silhouette, et que selon le papier sur lequel on fait l'aquarelle, effectivement, on diffuse, même les portraits peuvent se mélanger. Mais tout ça, à l'origine, je m'en rends compte en parlant, vient d'un livre, une référence majeure, qui est Petit bleu et petit jaune,
qui est ce livre où vous avez donc 2 enfants, un petit bleu et un petit jaune, et à un moment, ils deviennent verts. Je crois qu'on est un peu petit bleu et petit jaune et qu'on garde un peu quelque chose de la couleur de ceux auxquels on s'est attaché. Et est-ce que justement au niveau de la définition des frontières du corps, est-ce que ce contour, le fait qu'il soit imparfait, c'est ce qui en fait un point de contact au niveau sensible? Est-ce que c'est ça en fait qui ne permet pas de se déplacer, de parler aux autres? Oui, heureusement qu'on n'est pas des êtres étanches et imperméables. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très joyeux dans le fait d'être touché, même à distance, par une parole, un regard, une attention, une qualité de présence de l'autre, qui soit près ou qui soit plus loin. Je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt d'être ensemble, c'est de se nourrir de ce que la présence des autres nous offre, ou de ce qu'elle bouscule, ou ce qu'elle provoque comme colère, comme agacement, mais en tout cas qui nous déloge, qui nous décentre. Je vais être encore un tout petit peu plombante, mais j'aimerais rappeler quelques chiffres sur la solitude, qui est quand même un autre des nombreux mals du siècle. On parle même d'épidémie de solitude. 17% des Français souffrent de solitude chronique. Et ce qui est vraiment très inquiétant et assez triste, c'est que le chiffre monte à 40% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Chacun se renferme dans son propre cercle, dans les limites de son idéologie, dans sa petite chapelle. Ma question va être très naïve. Claire Marin, comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa bulle? On vient à Agen, on discute. Mais je crois, oui, effectivement, alors il y a quand même un petit point qu'on peut faire entre solitude et isolement. C'est-à-dire, il y a des réponses concrètes, pratiques, matérielles à l'isolement. Mais il y a ce qu'on pourrait appeler, ça va rester abstrait, mais une politique du lien, une politique sociale et locale, je crois, du lien. Et quand on est mère, on connaît bien ces problématiques, notamment des personnes âgées qui peuvent se sentir très isolées. Et parfois, des choses toutes simples permettent de rompre ce sentiment-là. Et la disparition des facteurs n'est pas une bonne chose, à mon sens. Et des services publics dans les petites communes, etc. Mais sur la question de la solitude des jeunes, je crois qu'effectivement, c'est très sous-estimé. Et moi, je suis frappée de voir comment les moments d'études, qu'on pense toujours comme des moments d'épanouissement, de sociabilisation des jeunes, c'est aussi des moments où, parce que parfois ils viennent de loin, ils se retrouvent seuls dans une ville qu'ils connaissent mal, etc., ou pas du tout. Effectivement, ces expressions-là de la solitude sont croissantes. Et elles ont survécu, entre guillemets, au Covid, qui est évidemment le moment le plus douloureux de solitude pour un certain nombre d'entre eux. Mais ce monde, nomade, fait aussi qu'on est parfois très loin des liens qui nous rassurent et qui éventuellement nous permettent de nous ressourcer, des liens familiaux ou amicaux. Vous, en tant qu'enseignante, vous avez perçu une différence entre avant le Covid et après le Covid dans le rapport au monde et aux autres de vos élèves de la génération à venir? Alors, je crois que c'est un grand chantier à venir. On en discutait avec un doctorant rapidement hier. Ce que le Covid nous aura fait et continue de nous faire, en termes de souffrance psychique, c'est absolument massif. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une fragilisation très forte dans le fait de grandir et de se construire en dehors de liens multiples, en dehors d'espaces diversifiés et en dehors d'un groupe de pairs. Parce que même si on était très bien dans sa famille, dans le meilleur des cas,
Il manquait les amis, un âge où quand même c'est très, très essentiel pour se construire. Et après, en termes de santé publique, n'en parlons pas. C'est-à-dire que, évidemment, que le Covid continue toujours dans les formes de Covid long, dans les conséquences qu'on comprendra sans doute dans les années à venir sur d'autres types de pathologies qu'il a pu accélérer ou déclencher. Donc, mais socialement et psychologiquement, peut-être même d'un point de vue anthropologique, il y a là une expérience qui, je pense, de manière durable, a changé des éléments de la relation à autrui. Et c'est un moment aussi où on a vu de manière assez criante les inégalités sociales. Le chez-soi n'était pas le même pour tout le monde si on devait se confiner à 15 dans un petit espace ou dans une grande maison secondaire. Est-ce que ça a fait partie de votre réflexion sur la question de la place, de l'impact du Covid sur trouver un lieu confortable où exister et tisser des liens? C'était une question qui m'intéressait depuis longtemps, mais surtout sur un plan sociologique, à vrai dire, avec cette problématique qui est devenue assez médiatisée des transfuges de classe. Mais c'est vrai que le fait de traverser ces épisodes de confinement, de couvre-feu, etc., et d'être obligé d'être beaucoup plus chez soi, ce qui n'était pas vraiment mon quotidien auparavant, ça oblige effectivement à s'interroger sur les espaces dans lesquels nous vivons et tous ceux dont nous avons besoin sans en avoir conscience, tous ces espaces de transition en fait, contre lesquels on a pu pester au quotidien, mais qui étonnamment finissent par nous manquer. L'expérience de la foule, du mouvement, du bruit, et puis aussi le besoin, alors qu'on est déjà confiné, qu'on a pu observer chez les enfants, d'en rajouter une couche, c'est-à-dire de faire une cabane à l'intérieur de la chambre, comme si voilà, le besoin de protection avait besoin aussi d'être matérialisé de cette manière. On va maintenant aborder un peu la question de l'ouverture en général. Parfois, nos frontières ne sont pas déchirées, elles ne sont pas malmenées, elles sont élargies, peut-être aussi parce qu'on a droit à parce qu'on a un nid justement, une cabane dans la cabane qui nous permet à d'autres moments de s'ouvrir aux autres. Je vous cite encore: chacun a en tête une phrase qu'il a laissée perplexe ou très excitée, qui a entrouvert une porte mentale et décalé les frontières du réel. C'est une citation des débuts. Qu'est-ce qui, selon vous, dans la vie, c'est une question très large, hein, mais est susceptible d'ouvrir des mondes? Quelle expérience est susceptible de créer ça? Je crois que d'abord l'ami, dans ce qu'il commence par avoir de différent de moi, déjà produit, et même très très tôt dans la vie, produit cette première apparition d'un autre monde que le mien. Et même si les différences sont mineures, il y a déjà quelque chose de cet ordre qui est créé pour la curiosité vis-à-vis d'une altérité qui est essentielle. Donc l'amitié, l'amour, toutes les formes de rencontres, en tant qu'elles proposent d'autres manières de vivre et de penser. Tout ce qui, je disais tout à l'heure, nous déloge ou nous décentre, parce que c'est différent, nouveau, incompréhensible. Donc ça peut être aussi, moi je me souviens toujours de manière très vive de la première fois où je me dis, mais parce que moi je vivais dans un milieu très uniforme culturellement, où tout le monde ne parlait que français. Et l'idée qu'on puisse penser dans une autre langue, qu'ailleurs, j'étais petite quand même, hein, mais qu'ailleurs les gens réussissent à penser avec d'autres mots, où la lune est masculine, le soleil est féminin, ça c'était un très très grand trouble, et tout d'un coup, trop de monde même s'ouvrait d'un coup, donc ça peut être... juste un mot étranger, ça peut être évidemment la littérature, ça peut être une phrase dans un film ou dans une pièce de théâtre, et la musique aussi a cet effet extrêmement fort de nous projeter dans des sentiments qu'on n'a encore jamais vécus.
C'est assez incroyable d'être mélancolique en écoutant une musique avant même d'avoir été mélancolique dans sa propre existence. Donc tout ça, ça crée cette ouverture à des mondes soit réels, soit des mondes d'affect, de pensée, d'expérience que peut-être on ne traversera jamais vraiment dans sa propre existence. Vous ouvrez les débuts sur la naissance de votre fille. Est-ce que fabriquer et mettre au monde un nouvel individu, ça ouvre des mondes ? Ah ben évidemment. D'abord le monde de l'angoisse, disons-le, qui tout de suite existe de manière massive et jusqu'à la fin de notre propre vie, je pense. Bon, je parle pour moi, mais clairement la notion de cauchemar a pris une dimension beaucoup plus professionnelle après ça. Mais non pas parce que l'enfant est source d'une vie terrifiante, mais parce qu'on comprend ce que ça veut dire de se soucier de quelqu'un de manière quasiment animale, si je peux aller jusque-là. Mais je crois qu'il y a quelque chose, là encore, c'est très subjectif, c'est une expérience qui est très personnelle, mais quelque chose d'assez phénoménal dans la manière dont un corps est capable de se transformer en si peu de temps, d'être si attentif à la vie en soi, et avec cet effet de mise à distance du monde extérieur. Enfin, la femme enceinte, elle vit dans deux réalités. Elle est à la fois hyper présente si la grossesse se déroule bien, si c'est une histoire qui est désirée, etc. Et si par ailleurs d'autres paramètres ne viennent pas perturber ça. Mais il y a vraiment deux mondes en même temps, le monde extérieur et le monde qu'elle constitue avec l'enfant à naître. Et c'est quand même une expérience extrêmement forte. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Peut-être que ça va vous revenir. Ça rend, je trouve, c'est ma dernière question, mais ça rend la question de nos rencontres particulièrement vivace, pour ne pas dire cuisante. Quelle humanité voulons-nous pour demain ? C'est une question que toutes les personnes de ma génération se posent pour savoir si oui ou non ils vont faire des enfants. Et c'est des discussions très concrètes. Quelle humanité voulons-nous pour demain ? C'est quelque chose qu'on se pose quand on hésite ou pas à faire un enfant. Est-ce que l'expérience ou l'hésitation d'avoir un enfant, ça oblige pas à réfléchir et à agir pour le futur, non pas juste pour philosopher, mais juste pour offrir un avenir aux personnes qu'on met au monde ? C'était la question de Hans Jonas que Frédéric Worms a cité hier. Mais moi, je le reformulerai de la manière suivante. Qu'est-ce que c'est que le sens ou la valeur de ma vie si je n'ai personne à qui transmettre quelque chose, quel que soit ce que j'ai à transmettre ? Mais est-ce que ça veut dire qu'on veut envisager une existence où il n'y aurait pas d'autres générations à qui transmettre quelque chose ? Qu'est-ce que tout ce que j'ai pu faire pour accumuler des connaissances, des compétences, quel sens ça peut avoir si je renonce à l'idée de transmission durable ? Mais je comprends absolument ce questionnement. Je ne sais pas moi-même ce que je ferais si la question se posait pour moi. Heureusement, je suis trop vieille pour ça, lâchement. Mais je comprends tout à fait que ça puisse être une question très, très sensible et très, très épineuse. Oui, enfin, c'était pour souligner que ce n'est pas qu'une question entre intello, c'est vraiment une question qui fait partie de la vie. Peut-être une ultime question, après on fera venir les lycéens qui vont nous présenter leur poème, une ultime. J'ai commencé par demander comment définir un corps. Et j'ai oublié un aspect, c'est l'aspect l'œuvre. Est-ce que vous direz, vous, que vos livres font partie de vous, au sens fort, font partie de votre corps ? Non, je pense pas. C'était plutôt, par exemple, hors de moi, c'était plutôt... j'ai une image qui est pas très belle, mais vous voyez la pelote de réjection du hibou,
Ben, c'était un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de toute cette douleur, comment on l'emberlificote et comment, après, on la pose là. Donc, c'est pas en moi, c'est plutôt hors de moi. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on va accueillir Manon, Nicolas, Jeanne et Maëline, ainsi que leur professeur Nolwenn Pétouin, qui vont vous poser des questions, Claire, et nous lire, ils sont là, et nous lire leur création. Vous pouvez les applaudir aussi. Bonjour tout le monde, bonjour Claire et Clara. Je vous présente du coup quelques élèves de terminale qui sont en spécialité humanité, littérature et philosophie, et avec lesquels on a travaillé autour du livre de Claire Marin, en particulier Être à sa place. On l'a arpenté, pour ceux qui connaissent peut-être la pratique, ça consiste en fait à déchirer le livre au cutter en 20 morceaux, puisque j'avais 20 élèves. Heureusement que ça ne fait pas partie de mon corps. Pardon ? Oui, voilà, on est bien d'accord. Et ils en ont digéré chacun un petit bout. Et ensuite, on les a mis en commun. Ils ont lu comme ça, à partir de leur lecture, on a essayé de faire des résonances entre eux. C'était un travail très intéressant. Ensuite, de quoi, comme nous travaillions sur les expressions de la sensibilité, ainsi que sur Tanizaki et la louange de Londres, nous avons mijoté quelques haïkus qui nous permettaient de lier tous ces intérêts-là. Le Japon, la question de la sensibilité, puisque dans le haïku, il y a quelque chose de très incarné. Et donc le thème, c'était être ou ne pas être à sa place. Donc ils vont vous présenter les haïkus qu'ils ont composés eux-mêmes. Et puis ils auront quelques petites questions ensuite. Moi, je m'efface. Les portes se referment. Vous montez, écrasé au plafond de verre, les portes s'ouvrent au rez-de-chaussée. Cellule étroite et sans lumière, les yeux hantés posés sur moi, et l'air devient meurtrier. Tes yeux m'ont brûlé, soleil sur une plage d'été, je dors en pensant à toi. Perdu dans la nuit, je cherche le chemin, les yeux levés, la lune me guide. Au-dessus de mes joues mouillées, mes yeux reflètent un portrait qui m'effraie depuis des années. Douce lumière de mer, envoûtée par le sort merveilleux de la nature. Mes yeux plongés dans les tiens, à la recherche d'amour, j'ai une place. Au milieu du groupe, je mets mon masque et joue mon rôle. Éclat de soleil, écho de nos rires, témoin de nos vies. Masque bienveillant, sourire forcé, tout dissimulé. Les yeux aux étoiles, question existentielle, au pressentiment cité. Parfum de tilleul, vigueur de la foule, je suis seule. Ces rayons de rire enjolent nos sourires, un peu plus de bonheur. Si tu prends la lumière, il ne reste pour moi plus que l'ombre. La mer se retire, laisse place au silence, j'existe sans bruit. Nuit d'automne sous la pluie, sous le vent s'envolent les sentiments. Lentement s'effacent tes mots, leurs échos restent là, parfum de figuier. Sous le grand arbre, le vent sait se poser, moi aussi. Mélange des voix, la pluie les emporte, la mienne ne s'entend pas. La lumière de la lune enlumine nos couleurs, les planètes s'alignent. Alors moi, je voudrais doublement vous féliciter. D'abord parce que être devant une scène comme ça, impressionnante, pour dire quelque chose qu'on a écrit
c'est quand même très difficile. Et c'était en plus très très beau, très, très singulier, très personnel. Donc bravo à vous et merci. Je crois qu'il y a eu un moment dans la foule aussi, des manifestations d'émotion, que je crois que tout le monde a été sensible à la beauté de vos mots. Parfois on entendait des échos presque rimbaldiens, il y avait des influences très belle dans les mots que vous nous avez proposés. Donc merci beaucoup à tous les quatre, vraiment pour ce moment que vous nous avez offert. Et puis merci aussi à leur enseignante, je crois qu'on peut l'applaudir. Et si j'avais juste un conseil, je crois que ce serait de continuer à écrire pour vous et peut-être pour les autres plus tard, mais je pense que ce qui vous a été offert là, dans cette dissection anatomique d'un texte, ça a produit quelque chose qui est toujours un soutien. Je crois que l'écriture, c'est aussi ça, pour certains dans la vie, quelque chose qui nous accompagne dans les moments joyeux et dans les moments difficiles. Donc je vous encourage à continuer. Suite à la lecture de votre ouvrage « Être à sa place », nous avons sélectionné quelques questions. Voici la première. Pensez-vous que nous ayons tous une place destinée ou que les hasards de la vie nous mènent à une place aléatoire ? Donc vous voyez qu'on a quand même de bonnes raisons d'être optimiste pour l'avenir, parce que les questions métaphysiques sont prises en charge par les nouvelles générations. J'aurais tendance à vous retourner la question, c'est-à-dire est-ce que vous auriez imaginé être ici devant une telle foule attentive qui vous applaudit avec beaucoup de sincérité? Est-ce que quelque chose comme ça s'écrivait déjà dans votre histoire? Je ne sais pas, peut-être peut-être c'était destiné, certains le diront, ou à une sorte d'hasard objectif, comme pensait André Breton, ou c'est un hasard aléatoire. Peut-être qu'il fallait, entre les deux, moi je mettrais la rencontre et la réponse à la rencontre. C'est-à-dire vous êtes 4, peut-être que vous auriez pu n'être que 2 ou être 10. Donc je crois qu'il y a une image que j'aime bien qui est proposée par Lacan, qui n'est pas toujours le plus clair des penseurs, mais il dit à un moment, j'ai saisi la corde quand elle passait devant moi. Et je crois qu'il y a quelque chose dans l'existence à certains moments, qu'il y a quelque chose comme une chance ou une occasion. On parlait de Machiavel hier. Le sens du moment opportun pour tenter quelque chose, pour prendre un petit risque ou un grand risque, tout dépend comment on le vit. C'est à partir de ça que chacun construit son histoire. J'aime pas du tout l'idée d'une destinée, parce que ça réduit quand même la liberté de l'individu, mais quelque chose comme une vocation, quelque chose comme un goût très fort ou une passion qui peut se manifester très tôt dans l'enfance et dont on peut sentir l'appel. Ça, par contre, oui, je pense que ça peut tout à fait exister et guider une existence. Nous avions également une seconde question. Comment savoir si une place est la nôtre et s'il n'y en a pas une meilleure ailleurs ? C'est une très bonne question et je crois que c'est notre problème à chacun d'entre nous de croire qu'il y a toujours une autre place un peu plus loin qui est meilleure. Rousseau nous apprend que la comparaison est souvent une source de souffrance et je crois qu'il a tout à fait raison sur ce plan. Et je ferai appel encore à mon petit philosophe préféré qui est Bergson, qui dit qu'il y a quelque chose de très simple dans l'existence et qu'on peut s'y fier, c'est la joie qu'on ressent. Donc si vous avez éprouvé du plaisir à être là ce soir, c'est que, peut-être aussi de l'appréhension, bien sûr, mais si quand même quelque chose comme une forme de joie, de plaisir
de fierté de ce que vous avez fait, et soyez fiers de ce que vous avez fait. C'est un signe très simple, mais qui peut nous guider dans l'existence. Je crois qu'on sait là où on est heureux et malheureux, et si on a la possibilité de ne pas rester dans une place où on est malheureux, effectivement, il faut la quitter. Donc pour vous, une place est la nôtre lorsqu'elle est source de bonheur? Alors, pas seulement, source de sens aussi. Quel est le sens de ce qu'on fait et quelles conséquences ça produit? Qu'est-ce que ça répercute sur ceux autour de nous? Je pense quand même que des métiers qui ont une utilité sociale, qui ont un sens pour d'autres et qui sont dans la transmission, pour faire un peu la synthèse de ce qu'on a dit avec Clara, le métier d'enseignant, évidemment, c'est des places qui sont difficiles au quotidien, on le sait très bien. Donc c'est pas tous les jours la joie spacieuse, comme dirait un autre philosophe, mais que ces moments de joie-là permettent de tenir dans les autres qui peuvent être plus compliqués. Donc si cette joie revient, c'est que ça vaut la peine de rester. On a une dernière question. Dans vos livres, vous explorez d'abord la rupture, puis la notion de place. Peut-on dire qu'une rupture nous force à repenser notre place dans le monde et dans nos relations? Et comment se réinventer une place tout en acceptant la perte de l'autre? Alors c'est une question qui est essentielle puisque c'est de ça que notre existence sera faite. C'est-à-dire inévitablement il y aura des ruptures et des bifurcations. Inévitablement il y a des gens à qui on tient qui disparaîtront de notre vie, mais il y aura aussi des ruptures heureuses, c'est-à-dire des changements dans notre vie. On change de pays, on pense dans une autre langue, on accueille un enfant, où on reconfigure ses liens sociaux, amicaux. Donc je pense qu'il ne faut pas être inquiet ou essayer d'éviter les ruptures, puisque de toute façon elles font partie de notre vie. Et il me semble effectivement, c'est pour ça que les deux textes ont été écrits l'un après l'autre, que ça interroge une place qui pouvait nous sembler confortable, évidente, équilibrée, désirable, et que le fait d'être délogé, encore une fois, d'être décentré, nous permet d'identifier nos propres aveuglements, nos propres préjugés, nos croyances, qui ont fait qu'on est resté dans une place qui peut-être n'était pas aussi satisfaisante qu'on pouvait le croire. Donc même si la rupture est douloureuse, et sans vouloir faire à tout prix de dialectique positive, et il me semble que souvent, la plupart du temps, il y a des expériences qui nous permettent d'apprendre quelque chose de cette rupture. Mais je ne néglige pas le fait que certains de ces événements qui sont des grandes ruptures dans l'existence sont difficiles à surmonter ou qu'il est difficile de vivre avec. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci à vous. Vous avez une troisième question? Je voulais poser une autre question. Allez-y. Est-ce que vous pensez, quand on a trouvé sa place, est-ce qu'elle est définitive ou est-ce qu'elle peut, on peut changer de place ou elle peut évoluer cette place? Oui, bien sûr. Alors d'abord, si on rentre dans le détail, on a plusieurs places à la fois. C'est-à-dire là, vous avez une place de manière éphémère qui peut-être deviendra une place plus durable. Vous êtes dans un réseau amical qui vous donne une certaine place. Au sein de la classe, vous avez certaines responsabilités ou certaines habitudes. Vous êtes les enfants de vos parents, donc en fait, on n'est pas à une place, on est dans des relations qui nous donnent des places et dans cette espèce d'équilibre entre toutes ces places possibles. Donc de toute façon, on aura dans notre vie plusieurs places en même temps. Et à certains moments de la vie, il y a des places qui se fragilisent, d'autres qui se renforcent. Donc c'est plus un jeu d'équilibre que véritablement quelque chose comme un petit cercle qu'on dessinerait autour de soi et qui serait fixe. Et je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est le mouvement d'une place à l'autre.
qu'est-ce qui nous déplace, qu'est-ce qui nous fait aller vers quelque chose de neuf, de différent, qu'est-ce qui redonne de l'envie de faire, de partager. C'est ce mouvement-là, même si le titre est très statique, alors le titre est mauvais, on est d'accord, mais voilà, le fait d'aller vers des nouvelles places, c'est aussi quelque chose qui peut être particulièrement excitant. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, bravo pour ces super questions. J'ai eu des confrères journalistes parfaits, merci à vous. Il nous reste une dizaine de minutes pour à peine, si vous avez des questions à poser à Claire Marin, c'est le moment. Je ne sais pas si je dois donner mon micro ou si en régie on peut faire passer des micros. Ah, ils sont déjà dans la salle, bon, bah, j'ai rien à faire. Alors, il y a des questions, il y a plein de bras levés. Il faudrait que le micro prenne ses petits pieds pour aller jusqu'aux questions. Où sont les micros? Dénoncez-vous les micros. Voilà, ça arrive. Voilà, le micro est là. Merci. J'ai beaucoup apprécié vos propos, Claire Marin, et je vous en remercie. J'ai juste une question qui est brûlante, en fait, sur une des réponses que vous avez données à une question de Clara, et que je n'ai pas du tout comprise. J'ai certainement comprise à l'envers. Et j'aimerais juste vous reposer cette question sur les nouvelles générations et les femmes qui refusent de faire des enfants, qui ne veulent pas faire d'enfants, donc c'est un choix délibéré. Et vous avez donné une réponse sur la transmission. Or, la transmission, ensuite, à d'autres moments, vous avez parlé de la transmission d'une manière complètement différente, puisque tout être humain transmet dans les gestes du quotidien, dans le quotidien, etc. Donc, je n'ai pas compris votre réponse. Est-ce que vous pourriez juste en quelques mots peut-être la reformuler différemment pour qu'elle arrête de me poser cette question dans ma tête, s'il vous plaît. C'est juste qu'à un moment, il n'y a plus personne à qui transmettre, en fait. Donc, je crois que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un élan psychique, d'une projection, d'un effort qu'on se sent capable de faire pour des gens qui débutent dans la vie. Et que l'un des moteurs qui permet de trouver l'énergie de transmettre, parce que ma collègue le sait, et tous les parents le savent, c'est fatigant, hein, c'est difficile, c'est parfois des échecs. Je pense qu'il faut quelque chose comme la puissance d'attrait d'une vie qui commence pour que cet élan-là de la transmission soit régénéré, et puis aussi quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Comment on envisage le futur quand on a moins d'occasions d'y projeter des gens qui sont chers. C'est aussi tout un questionnement sur la manière dont, encore une fois, on se décentre. Mais c'est une question très difficile. Hein. C'était pas clair parce que ce n'est pas clair pour moi. Donc, et ce n'est d'autant, enfin, c'est encore plus confus que précisément, disons, c'est d'autant plus subjectif ou personnel que je crois que le fait de devenir mère a vraiment accentué ce sentiment-là d'inquiétude, mais ça n'importe qui pourrait le dire. Face aux éléments tels que l'avenir se dessine. Mais la confusion est la mienne. Donc je suis désolée de l'avoir diffusée, mais je ne saurais pas répondre clairement à cette question-là.
Je me demande, au regard de mon expérience d'urgentiste, pardon, je suis médecin, j'ai été urgentiste et je me demande si le vêtement n'appartient pas à la frontière du corps. Cette expérience, je l'ai vécue à propos de viol, soit d'hommes, soit de femmes, où le moment le plus traumatisant du viol, c'était le déshabillage par le violeur. Et clairement, pour moi, c'est une frontière. J'ai une deuxième remarque, toujours sur mon expérience, c'est que souvent, les personnes violées disent « je n'aime pas le regard que j'ai sur votre regard ». Sur le regard du médecin ? Oui, le regard que moi, en tant que témoin, j'ai un regard sur le violé, et ce violé a un regard sur mon regard. Et c'est une situation extrêmement complexe, et habituellement le médecin regarde son patient dans les yeux, et peu à peu, je me suis mis à regarder ailleurs en demandant aux gens si ça les gênait que je les regarde, et tous répondent oui. Je crois que ça dit aussi quelque chose de la honte qu'on ressent après une agression et de cet effet presque de généralisation. C'est comme si tous les regards devenaient insoutenables parce qu'on se sent tellement souillé. Quand Christine Angot écrit donc de nombreux ouvrages sur l'inceste qu'elle a subi, l'un de ses ouvrages, c'est Peau d'âne. C'est comme si on était devenu sale, laid, animal. Et comme si cette seconde peau que l'autre avait posée sur nous faisait qu'on imaginait dans le regard de tous les autres qu'ils voyaient cette saleté ou cette monstruosité que en laquelle l'autre nous avait transformés. Mais je vous remercie pour ce transfert d'expérience, parce que le livre que j'essaye de finir est sur la question de la peau et de toutes les peaux dont on se recouvre. Et vous confirmez une intuition, mais que je n'arrivais pas à fonder. Donc je pourrais m'appuyer sur vous, monsieur, désormais. Merci. Pour dire qu'effectivement, le vêtement est une seconde peau et que c'est la première agression et peut-être symboliquement une agression extrêmement forte, effectivement. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé, Claire, comment vous avez parlé au début des personnes malades et de considérer les efforts. Et c'est très touchant. Alors moi, j'ai vécu des grands épisodes de maladie et d'accidents, et je suis là, et très heureuse d'être là. Et peut-être par rapport à cette souffrance, moi j'ai la chance, j'ai pu guérir toujours entre ces grands épisodes. Et après, et il y a une chose, vous avez parlé du corps comme quelque chose un peu, j'ai entendu quelque chose de fatal, mais moi j'aimerais bien ajouter peut-être, le corps est un vrai miracle. Et quand on enseigne la biologie, par exemple, on devrait aussi souligner que c'est des choses qui nous dépassent. Les bons scientifiques, pour moi, c'est vraiment ceux qui reconnaissent aussi qu'à un moment donné, ils ne comprennent plus. Parce que ça dépasse l'entendu. Comment miraculeusement on peut retrouver la santé. Comment les choses... Il ne faut pas le mettre comme une pression aux malades. Il faut guérir à tout prix. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais par contre, ça c'est vraiment porteur d'espoir. Je pense que si j'ai guéri aussi parce que j'ai appris à aimer mon corps. C'est ma maison. Avec toute sa fragilité, avec toutes ses traces. Et ça, je pense vraiment, voilà, j'avais envie d'ajouter ça et puis entendre votre écho à ça. Bah, j'aimerais peut-être même qu'on s'arrête sur cette parole, puisque effectivement c'est
le versant le plus lumineux de l'expérience possible à la maladie, sans oublier l'autre versant. Mais gardons votre témoignage comme une très belle clôture.